was so long, and my eyes stare the setting sun. Ce soir, on se retrouve à 4, enfin à 3 parce que Steph n'arrive pas à se connecter. Donc, il nous rejoindra en cours de route, je le présenterai en cours de route. Il fera l'invité mystère. Donc, les deux autres invités, le premier, c'est Arnaud, que je connais parce qu'on partage les mêmes bureaux, qui a 15 ans derrière lui d'expérience d'achat-revente de véhicules haut de gamme. Et puis d'autres histoires parce qu'il a aussi bossé pour le Tour Auto, tout plein de choses. Donc, mais bon, il maîtrise très très bien le sujet de la grosse caisse, on va dire. Voilà, et pas uniquement dans un orchestre. Le deuxième, c'est Florent Dory, que je connais depuis longtemps. On se voit très peu, mais à chaque fois on se croise sur un salon. Il est chef de région chez Harley-Davidson, et puis il a aussi travaillé dans l'auto avant chez Volvo. Et puis c'est un grand fan. Il exprime un peu plus sa fantaisie sur le deux roues, mais comme on veut pas faire d'ostracisme aussi, je l'ai invité parce que c'est ce que je disais en préparation, je suis sûr que c'est un bon client. Et puis je vais quand même présenter Steph si un jour il apparaît, parce que ça c'est les miracles de la technologie. Alors Steph, il est kiné, c'est un copain de 20 ans, mais c'est un kiné psychopathe parce qu'il a eu une Alpina B7, il a eu une Delta intégrale préparée 270 chevaux, il a essayé de tuer régulièrement, il vous racontera des trucs par rapport à ça. Il a eu plusieurs Subaru. Donc, c'est aussi un client. Donc, voilà. Par quoi je vais commencer? Je vais commencer parce que comme je vais faire j'aime bien faire de la politique, et je vais lancer Arnaud sur parce que c'est de la première main et un truc qui est sympa. Tu m'as parlé d'une 356 qui avait un propriétaire un peu original. Il y a très longtemps, ça devait être en 98. Je bossais, j'étais prestataire de service chez Porsche, et j'avais une 2 litres S de 67 châssis courts, et je me suis il y avait quand même beaucoup de personnes chez Porsche qui connaissaient absolument rien, et parce qu'il y avait, avec la création de Porsche France, ils ont viré une partie de son auto. Et il restait 2 ou 3 passionnés. Et un jour, Porsche France a été contacté par les descendants de Pompidou pour récupérer, pour savoir s'ils étaient intéressés par l'achat d'une Porsche 356, celle de Claude Pompidou. Et donc, au départ, Porsche n'était pas du tout acheteur. Et moi, j'entends ça au détour d'une conversation. Et je leur dis, mais vous ne pouvez pas laisser passer ça. Donc, on est allé la voir. Elle était dans le Loir-et-Cher ou dans le Loiret. Je ne me souviens plus exactement où était la maison. Très belle maison. Et bon, c'était pas une épave, mais pas loin. Elle était un peu rouillée, mais elle était complètement dans son jus, avec sa plaque d'origine et la carte grise au nom de Claude Pompidou. Donc, on est allé la chercher. Elle est passée un petit peu chez Sonoto à Levallois. Ils ont fait quelques frais dessus. Et moi, j'ai roulé un peu avec, et c'était assez sympa. Ça reste une coccinelle, mais c'était elle était gris foncé, intérieur beige, un petit peu damier, très chouette, absolument dégueulasse à conduire, mais bon, c'était sympa. Et je me suis retrouvé, je ne sais pas si vous connaissez le circuit du Sambuc, dans le sud-est. Et près de Gap, c'est très chouette. C'était un propriétaire qui s'appelait Fraissinet. Il a été en vente il y a quelques années. Je ne sais pas à qui ça appartient. Et au milieu de nulle part, il y a un circuit. Et j'étais avec cette bagnole, et je m'imaginais 30 ou 40 ans plus tôt avec la voiture, ce qu'elle a pu vivre, cette voiture, et ce qu'elle a pu entendre. Voilà, c'était ma petite anecdote. Et puis l'histoire, c'est que Porsche l'a pas gardée en plaque d'origine et l'a immatriculée au nom de Porsche France en plaque 92, au lieu de la laisser avec la carte grise et la passer en DA. Ils sont quand même garagistes. Et ça, je trouve que c'est une ânerie, et j'aurais toujours dit, mais bon, c'était voilà, c'était très commandant de tour. Il fallait respecter la procédure et avoir une voiture au nom de Porsche France.
Ouais, enfin, toi, tu es d'accord, mais ce que tu dis pas aussi, c'est que toi, tu n'es pas tellement commandant tour parce que pour garder les immatriculations, tu gardes tout plein de caisses en DA parce que tu n'arrives pas de vérifier. Quand il y a 22 AA 75, il veut garder absolument l'immatriculation pour faire le prince. Alors évidemment, c'est pour ça, quoi. Donc, c'est aussi un élément assez sympa. Mais si on parlait on parle de commandant tour et trucs qui est légal, pas légal, etc. Je vais rebondir avec Florent. Tu m'as parlé d'un truc qui n'a pas existé, en fait, qui est un truc virtuel que tu as rêvé, hein, on est d'accord. C'est un truc que j'ai rêvé et c'est rigolo parce que c'est la même année que l'anecdote avec la Porsche, c'était en 98. Alors, il s'est passé d'autres trucs en 98, je crois, en France. Un truc dans un stade, je sais pas, enfin, avec des joueurs, un truc comme ça. Mais c'est pas ça le plus important, en fait, finalement. On s'en rend bien compte, là, tous les trois et tous les quatre. Non, ben, comme tous les motards, on rêve tous un jour d'aller voir les 24 heures du Mans. Je pense qu'en voiture, c'est pareil. Ouais. Et moi, j'y avais jamais été jusqu'en 98. Et en 98, mon concessionnaire Kawasaki de l'époque, ça s'appelait Dinatel, qui était à Houille, me faisait déjà bosser le week-end par plaisir et faire des essais avec les clients. Et il m'invite à faire la route avec lui et ses copains pour aller aux 24 heures du Mans. Alors, bon, ben, forcément, j'étais tout excité, plutôt flatté de l'invitation parce que je me dis, je vais faire la route avec des vrais motards, quoi. Moi, ça faisait que 8 ans que je faisais de la moto. Et là, en fait, bon, alors, je vais passer tous les détails entre Rambouillet et Le Mans. On a juste mis 45 minutes, en fait. Rambouillet et Le Mans. Je pense que l'aiguille du compteur n'a pas dû descendre en dessous de 200 km/h. Tout du moins, je ne m'en souviens pas. Puis, il y a le moment qui m'a le plus… Il y a 2 moments où je me suis senti bizarre. En fait, c'est quand on s'est arrêté après le péage. Déjà, je me suis arrêté avec une voiture de gendarmerie à côté de moi. Et les gendarmes qui étaient là, qui contrôlaient, qui voulaient bien contrôler. Et puis, forcément, il y avait des copains qui ne trouvaient pas leur carte bleue, le ticket, enfin bref, ce qu'on veut. Donc, on a commencé à sympathiser avec les motards. Une très belle R19 turbo de l'époque. On lui a dit, mais qu'est-ce que vous faites là, en fait? Parce que vous arrêtez personne. On est là pour le radar. Je dis, le radar. Mais quel radar? Celui qui était à 3,5 km avant le péage. Et là, un grand moment de solitude nous remplit tous et on se dit, mais on ne l'a pas vu, nous, ce radar. Et le gendarme, très sympa, nous dit, mais c'est là qu'on voit que c'est une autre époque. Et rassurez-vous, vous deviez être à moins de 200. Monsieur l'agent, oui, c'est sûr. Rassurez-vous, on n'arrête pas en dessous de 200. Alors effectivement, comme tu dis, c'est une époque que maintenant, quand on la raconte, on nous prend soit pour des dinosaures, soit pour des rêveurs. Ou des affabulateurs. Ou des affabulateurs. Et après, en fait, là où ça m'a calmé, en fait, c'est que je suis allé retourner voir ma moto. Et vous savez, les motards, on est un peu comme des chiens quand on est arrêté au feu rouge. On se la mesure tous un petit peu. Nous, on regarde la bande de roulement de nos pneus. Plus on fait d'angle, plus on roule vite, plus il y a des boulettes. En fait, ça. Sauf que là, la bande de roulement de mon pneu, je ne te cache pas que Rambouillet Le Mans à fond, elle était juste plate. C'était usé que au milieu. Et là, je me suis dit, t'es vraiment un imbécile. Et depuis ce jour-là, déjà, j'ai vu une très belle course au 24 heures du Mans qui m'a vraiment donné goût à la piste. Pour souvenir, c'est Kawasaki qui a fait 1 et 2 avec un journaliste sur une des motos qui s'appelait Sébilio, Bertrand Sébilio, une sorte de dingo aussi en moto, mais qui roulait très vite sur piste. Et je pense que mon virus de la piste, il est venu à ce jour-là, en me rendant compte de la bêtise que c'était de rouler à ces vitesses-là sur la route, même si c'était quand même très bon. Et le plaisir de découvrir la course et puis de voir une Kawasaki gagner, c'était un grand moment. Moi, ça me fait penser très rapidement, parce que je ne vais pas la raconter, parce que j'espère que j'aurai la chance de pouvoir l'inviter, le patron de Yamaha de Seine, qui, dans une interview, raconte, mais il n'y a que lui qui peut la raconter, quand ils font la préparation d'une future ultra sportive dont je ne me souviens même pas parce que je n'ai pas préparé. Et comme ils en parlent aux Japonais, et les Japonais ne comprennent pas ce que les Français veulent, c'est-à-dire qu'ils veulent trouver un truc qui est vraiment ultra sport, pas un GT, etc., avec un vrai cadre qui tient et tout. Et ils finissent par inviter le patron, l'essayeur en chef et le chef de projet en France, et pour aller aux 24 heures du Mans. Et donc, ils en profitent pour partir de Pontoise, de Cergy, là où il y a le siège de Yamaha, avec aussi d'autres clients qui ont des véhicules de concurrence.
Et ils partent. Et pareil, De Seine raconte ça. Ils tirent tout le long, le périph, machin. Et ils ouvrent tout le long comme des sauvages. Et puis en plus, il faut en mettre plein la gueule. Donc c'est 200 sur le périph. Enfin, des trucs pareil qui n'ont jamais existé. Et donc, bon, tout ça se déroule. Et je veux vraiment qu'ils racontent parce que c'est exceptionnel. Et quand ils regardent les 24 heures et puis ils vont pour repartir. Et là, ils proposent aux deux Japonais s'ils veulent rentrer avec eux. Les Japonais, non, nous, on va remonter tranquillement, on va acheter du vin, etc. Steph, tu m'entends ou pas? Et toi, tu m'entends? Ouais, parfait, super. Bon, bah, c'est cool. Bah, on n'a pas la vidéo, mais c'est pas grave. Du coup, on va t'entendre. Donc, ce que je disais, c'est que je t'ai déjà présenté en disant que tu étais kiné de ton état et que tu avais eu des trucs, enfin des tas de merde, comme un peu tout le monde, mais de la Delta intégrale, de la B7, de la Subaru et j'en passe. Et là, je vais rebondir sur, comme on parlait de trucs un peu de dingue en moto, c'est-à-dire où c'est des trucs où on va tous mourir. Moi, je voudrais bien que tu rebondir sur un truc où tu as failli mourir, c'est avec une B7 rouge, si je dis pas de bêtises. Ah bah ça, c'est quand j'ai fait le tour du périph' à 200 de moyenne. Pas possible, ça. Et là, c'est bien. Voilà, c'est bien. Tu rappelles le bel article qu'on a passé. Bah oui, parce que voilà, toi, tu disais 200 sur le périph', c'est pas possible. Mais si. Et avec une voiture. Et avec des secteurs à 2,30 ou même 2,40, je crois. Il y avait même. Ouais, 2,40, 2,50 sur pas mal de secteurs. La grande époque. Voilà. Avec la fameuse Alpina. Bon, et toi, la B7 alors? Qui m'a coûté mon permis. Vas-y. L'Alpina qui m'a coûté mon permis. Ouais, vas-y, bah raconte un peu. Nous nous rendions chez un ami commun dans la Nièvre. Oui. Hein? Je ne citerai pas son nom, hein, qui a une collection de BM pas possible. Et donc, je pars avec un ami grand essayeur automobile qui travaillait dans une revue d'essai automobile. Tu vois? Vas-y, dis, roule. Ok. On t'entend, t'inquiète pas, c'est que tu ne nous vois pas, c'est pour ça que c'est compliqué. Ok, donc du coup, on part tranquillou. Sur l'allée, je dis, bon, je vais quand même voir un petit peu si le compteur de la B7 est fiable quand même, parce que… Et donc, je me fixe à 180 au compteur, et puis mon copilote, il y va un peu au chrono et il essaye de trouver une moyenne. Et le compteur est assez juste. Ok, on arrive là-bas, on essaye plein de caisses, dont un Z1, il y avait de la E9, de la M3, de la vieille époque, hein, les vieux 4 cylindres super sympas. On revient tout détendu et moi je me cale un petit 120 au compteur. Et pour me rapprocher de l'anecdote de Florent, je me retrouve avec un motard devant, un motard derrière, qui me demande de sortir l'aire de repos suivante. Pour savoir comment tu vas. Et mon copilote me dit qu'est-ce qu'ils te veulent? J'en sais strictement rien. J'ouvre la fenêtre et le gars dit vous coupez votre moteur, vous avez été chronométré à 165. Bon, ok. Donc je vais souffler dans le ballon, tout ça, et puis le gars me dit mais à partir de ce moment, je vous signifie que votre permis vous est retiré. Petit calcul, 165, 130, ça colle pas. Et il me dit mais vous croyez sur l'autoroute? Je dis bah oui. Pour aller à Nevers, c'est l'autoroute. Oui. Sauf qu'à un moment donné, c'est la nationale. Donc, c'est 110. Donc, merci, plus de permis. Et en repartant, donc c'est mon copilote qui prend l'auto. Et du coup, il roule et puis il monte les vitesses jusqu'à un régime moteur qui fait qu'on était largement au-dessus de 200. Et le compteur était à 120. Mon compteur est tombé en rade au retour, en fait. Et puis, on est tombé en rade d'essence après parce que c'est normal, tout le combiné de bord était en panne. La fiabilité pas froisse. Deutsche Qualität. On reviendra sur la fiabilité italienne tout à l'heure, à mon avis, parce que ça fera des comparaisons. Remarque, on peut même en parler maintenant, parce que tu as eu un autre véhicule qui est connu mondialement pour sa fiabilité, c'est une Delta intégrale. Oui, c'est ça. J'en ai eu deux. En fait, j'en ai eu trois, Lancia. Pour être sûr que c'était vraiment… Oui, j'en ai eu trois. J'ai eu une Lancia Delta, une 4WD, parce que j'avais pris goût au turbo et c'était bien sympa. Et puis après, j'ai enquillé avec une Lancia Thema Turbo 16.
T'as eu ça? C'était Je ne vraiment savais trop pas bien. que t'avais eu ça. Ouais, c'était très bien. Franchement, très très bien. Intérieur hyper cossu, poltron à frao, enfin bon, la totale. Bon, avec une distrib tous les 45 000 km, mais ça, c'est pas grave, c'est de l'entretien courant. J'ai rien cassé dessus, rien. Et après, il y a eu la Delta HF16, une 16S, donc le 185 chevaux, alors que la 4WD, c'est une 165. Et elle, la fiabilité, c'était 5000 km. Ah oui. Un moteur au bout de 5000 km. Mais Ah ouais, par quand contre, même. elle avait des circonstances atténuantes, boîte courte, et puis une prépa moteur à 260 chevaux. Ah oui. Bon, ça grimpait aux arbres, c'était super sympa, avec un embrayage racing, genre ça devait être un 3 patins en ville. Il fallait que je laisse partir les voitures au feu devant, parce que je faisais des bonds en fait. Bam. Je relâchais l'embrayage et je faisais un bond. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai pas beaucoup roulé avec madame qui avait mon fils dans le ventre, parce qu'à chaque fois que ça accélérait, le fils, il remontait en fait. Je ne sais pas si vous voyez le ventre de la femme enceinte, il remontait. Parce que c'était vraiment un truc de barbare. Donc, hormis ces petits soucis de moteur refait, moi j'ai refait le moteur une fois, sinon c'était plutôt sympa. Et c'est franchement la voiture qui a avoiné le plus. Hein. Mais franchement. Mais surtout, ce que vous ne pouvez pas voir, c'est que Steph, tu mesures combien? Hein, 96, 17, 18? 2. Ah oui. 2 mètres. 2 mètres. Ouais, bon, on te le fait, ouais, on fait en promo à 2 mètres. Et donc, Steph, à 2 mètres, dans la Delta intégrale qui est prévue plutôt pour le style sicilien d'1,65 m, c'est assez intéressant si tu veux. En plus, tu lui mets un casque et tu lui mets des gants. C'est dommage qu'on n'ait pas les photos parce que ça valait vraiment le détour, si tu veux. Oui, voilà. Oui, voilà. J'étais tout voûté. Hein, à Manicourt, quand je suis allé à Nevers avec la Delta, j'étais tout voûté. Mais par contre, l'avantage, c'est que je peux rouler sans utiliser les mains. Je mets les genoux de chaque côté du volant et ça tient tout seul, en ligne droite. En ligne droite. Et du coup, là-bas, parce que je bascule sur une autre idée, en disant on est au volant d'un truc exceptionnel, ça me fait penser à ce que tu m'as raconté, Arnaud, sur une voiture rouge où tu es monté dedans, où c'était un grand moment. Ah ouais, c'était pareil, c'était un peu plus tôt encore, c'était en 95. Et c'était une voiture que j'écoutais pour m'endormir quand j'étais avec mon Walkman sur la tête. Et j'écoutais les passages de vitesse, les rétrogradages. Et je me retrouve dans l'organisation du Tour Auto. Je vois un camion arriver en plaque anglaise. Le haillon se baisse, il commence à décharger. Et là, je vois une 250 GTO sortir. Et au lieu de faire mon boulot dans l'organisation, je reste en arrêt dessus. Et les deux mécanos me voient à l'arrêt. Ils me disent, on s'est dit, mais il en peut plus. Et j'ai dû leur faire pitié. Et ils sont venus vers moi et il a démarré. Il m'a dit, viens, on va faire juste le tour du pâté de mes... Bon, c'était au Trocadéro, hein, donc c'était pas non plus en pleine cambrousse. Mais monter dans cette voiture, alors que je l'avais déjà entendue, je la connaissais pas parfaitement en bruit, je suis capable de le faire même, comme tu sais, voilà, quand je suis énervé, avec le double débrayage, et c'était exceptionnel. Et après, je suis remonté, j'ai vu plusieurs fois cette voiture au Tour Auto avec Nick Mason. C'était la voiture de Nick Mason, et qui est vraiment adorable comme type. Et il a couru de nombreuses fois. Et il y avait ses filles aussi qui couraient en AC Bristol. Ils étaient assez smart, mais très, très discrets. Ils ne se la pétaient pas du tout. Et il a une super collection, le batteur des Pink Floyd. Il a une 512S, il a une 962C, il a une McLaren F1, je crois qu'il a gagné le Mans. Il a quand même, je sais pas, il a une quarantaine de voitures, hein, je ne peux pas toutes les citer. Et je crois qu'aujourd'hui, il en a même, il a des mécanos à demeure et il les loue pour des milliardaires passionnés. Et monter dans une voiture mythique, à gagner le Mans,
où il y a 36 exemplaires, ça pousse pas non plus, c'est pas extraordinaire. Hein. Après, si on fait la critique, il y a 300 chevaux, il y a un beau moteur, il y a un beau bruit, mais ça ressemble plus à une Datsun, puisqu'il y a eu tellement de répliques que monter dans une vraie, c'est incroyable. Mais bon, déjà, il l'avait payé à un prix de dingue à l'époque, et je me disais, mais c'est vraiment de l'argent foutu en l'air. Et quand tu vois les prix, comment ça a encore augmenté, il se fait plaisir en roulant avec des voitures absolument mythiques et il ne perd pas d'argent. C'est ça qui est extraordinaire. Mais ce qui est surtout aussi très anglais, c'est-à-dire qu'ils ont cette qualité-là, c'est-à-dire qu'ils mettent des fortunes dans des autos. Quand tu vois les mecs qui roulent aussi avec des Bugatti et autres, et ils roulent avec, quoi. Parce que nous, il y a quand même beaucoup de gens sur le continent qui achètent des autos et ils ne roulent pas avec. Eux, ils roulent avec, c'est quand même assez énorme. Et donc, pour finir sur la musique, quand tu parlais du moteur, et ça, on va le ressortir parce que j'ai retrouvé les CD. Je vais vous refaire des compiles ça s'appelait Mécanique Symphonie, où il y avait un CD. Il y avait l'Audi Quattro Turbo, il y avait le V12 Matra, il y avait tout plein de conneries comme ça. Donc, je les ai retrouvés, il faut que je les digitalise et on va faire des sessions où on va faire aussi, tiens, je vais rajouter ça, on fera des quiz. Je passerai le bruit du moteur et il faudra déterminer ce que c'était. Excellent. Donc ça, on fera un petit peu comme, comment ça s'appelle, l'autre qui est habillé tout en noir, qui faisait des petits quiz comme ça. Je trouve que ça sera marrant de faire ces petits quiz-là. Bon, en termes de bruit, parce que tu peux je vais y arriver, Florent, tu nous parles de quand tu faisais racler les calpiers à Mulholland Drive. Déjà pour le bruit, si tu passes une Harley dans ton enregistrement, ce ne sera pas une autre moto, hein, puisque le bruit est breveté quand même, il faut le savoir. Le bruit est déposé. Mais effectivement, comme je t'ai dit, 20 ans après avoir fait n'importe quoi sur l'autoroute en allant au Mans, j'ai eu le plaisir de découvrir une route mythique. Alors, elle n'est pas mythique que pour la moto, parce qu'on a croisé quelques belles autos là-bas, en Californie. Juste à côté de Malibu, il y a une route qui s'appelle Mulholland Drive, qui est ni plus ni moins que pour nous une petite route de montagne sympa, comme les 17 virages de la vallée de Chevreuse, pour ceux qui connaissent en région parisienne. Sauf que là-bas, des virages, il y en a à peu près 90. Et puis, quand on part de Malibu, souvent on roule plutôt avec des motos à l'américaine, hein, ce qu'on appelle des baggers, un grand carénage devant, la radio, les pieds devant, les bras en l'air, des sacoches derrière. Et puis, il fait 20-22 degrés au bord de la mer. Et puis, on tourne à droite à Malibu et on monte sur cette route. Et en haut de la route, il fait 45 degrés, puisque c'est le désert, en fait, en à peu près 15 minutes de temps. Et puis là, on croise des motards américains qui, dans leur culture, ont le droit, en gros, de tout faire. Donc, en gros, ils ont le droit de rouler avec tout ce qu'ils veulent. Et quand on dit tout ce qu'ils veulent, ça va de très, très belles autos de temps en temps, mais aussi souvent sur cette route, des très, très belles motos. Des Desmosedici, des Ducati qui sont des répliques de MotoGP, des gars qui font des dragsters avec des moteurs qui sont turbo-compressés, qui font 400 chevaux, des trucs interdits sur nos routes en France. Mais là-bas, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Donc forcément, ils se, comment dire, pour ne pas manquer de respect à nos amis américains, ils se la mesurent. Celui qui a la plus belle, celui qui a la plus grosse, celui qui a le plus beau style. Alors c'est un style très américain, hein, c'est-à-dire que prendre de l'angle aux États-Unis, ça relève avec une Harley d'un miracle. C'est pour ça que ça frotte, effectivement. Mais eux, ils prennent de l'angle sur des motos de piste en déhanchant beaucoup, en étant très bien équipés, mais sans jamais vraiment rouler très, très vite, en fait. Et avec tout le temps, la police dans tous les virages. Donc forcément, ils ont l'impression de vivre une expérience extraordinaire en roulant hyper vite parce qu'ils déhanchent, parce qu'ils font du bruit, parce qu'ils ont des motos extraordinaires. Mais en fait, nous, on s'est rendu compte en voyant cette route, quand on est reparti de là-bas avec nos grosses Harley, on était en basket, en t-shirt, avec lunettes de soleil, hein, qu'en fait, on roulait plus vite qu'eux. Parce que nous, en Europe, même quand on roule cool sur une belle route en Harley, on en roule, quoi. On prend de l'angle, on fait frotter les cale-pieds, et puis on roule à l'européenne. Et ce jour-là, je me suis vraiment rendu compte que les Américains ne savaient pas rouler, en fait, en moto, tout du moins. Mais en revanche, le cadre était juste extraordinaire, parce que déjà, la Californie, c'est juste le paradis pour plein de choses. Et puis parce que tu es sur une Harley, tu as les palmiers d'un côté, le Pacifique de l'autre côté, des Américains qui se filment, des policiers qui les laissent faire et qui sont… Voilà, une belle vision de la liberté et beaucoup moins vite que 20 ans auparavant pour aller au Mans. Et c'était bien aussi. Ouais. Voilà. Et en plus, à la charge de mon patron, puisque j'y étais en train de travailler.
Ah ouais, d'accord. Ok, là, je te reconnais bien là. Voilà. Moi, tu sais, quand je peux rendre service. Ouais, non, vraiment. Mais vraiment, si tu mets du bruit enregistré d'une Harley, fais attention, c'est déposé. Il ne faut pas le faire passer pour une autre moto. Non, non, mais de toute façon, enfin, moi, de toute façon, un bruit de Harley, c'est quand tu marche et quand tu tourne, quand elle n'est pas en panne. Donc, ça, j'ai pas trop sur moi, en fait. C'est ça. Alors ça, tu vois, c'est là où on voit où, bizarrement, c'est là où on voit ton âge, en fait. Parce que les gens qui ont 30 ans, par exemple, ils n'ont jamais vu de Harley en panne. C'est un peu comme les mecs c'est un peu comme les gens qui ont des enfants, tu vois, qui ont 15 ans et qui n'ont jamais vu l'OM gagner contre le PSG. Eh ben, voilà. Le mec qui dit que les Harley sont en panne, c'est un mec qui a plus de 30 ans, c'est sûr. Voilà. Donc, Maintenant, il roule. Maintenant, il roule. voilà, c'est d'essayer d'être. Non, non, mais j'essaie juste d'être désagréable, mais c'est pas vraiment le cas. Mais en effet, ce qui est quand même assez fascinant, et c'est moi qui reparle de ça, c'est que en effet, quand tu te balades un petit peu dans beaucoup de pays et que tu as le souvenir, parce que maintenant c'est quand même de plus en plus compliqué, de la France où on pouvait rouler et en Europe latine, on va dire où on pouvait rouler. Moi, je vais raconter parce que en général, j'en raconte une petite anecdote. Moi, elle remonte d'il y a enfin voilà, j'avais 20 ans dans ces eaux-là et j'avais pas beaucoup de sous, mais j'avais acheté une Jaguar MK2 3 litres 8 en Angleterre complètement pourrie. J'avais trouvé dans un journal d'annonces papier, c'est-à-dire que j'avais acheté chez Brentanos le magazine, il y avait l'annonce, j'avais appelé chez le concessionnaire, enfin le revendeur, et j'étais allé chercher la voiture. Bon, il y avait un petit problème, c'est qu'elle déjà quand je l'ai achetée, elle avait déjà pas de frein arrière. Et j'avais un copain qui était italien à l'époque, quand j'étais à la fac, et qui m'avait invité pour qu'on aille voir sa famille à côté de Rome. Et puis, quand on est jeune, on a à peu près toutes les ambitions et toutes les folies. Donc, je lui ai dit, on va prendre la Jaguar. La Jaguar, je ne sais pas si par rapport à aujourd'hui, j'avais dû la payer 4 000 euros. Donc, si vous devinez bien qu'une Jaguar 3 litres 8 à 4 000 euros, elle était fatiguée. Hein. Quand je suis fatigué, c'était fatigué. Voilà. Et donc, on est descendu. Un peu au nord de Rome, donc ça fait quand même déjà une bonne petite balade, nord de Rome. Bon, après, c'est que de l'autoroute, donc je ne l'ai pas violenté, on remettait de l'huile régulièrement. J'ai acheté un produit qui était génial, qui s'appelait Supercharge. C'était chez Wins. On a pris 600 d'huile pour voilà. Et donc, on est descendu, et puis on est arrivé à Rome, il n'y a pas de souci. Sur place, on a quand même arrêté les conneries, on a roulé en Fiat. Et quand on est reparti, on a fait 150 bornes, et là, j'avais les plaquettes arrière qui étaient complètement mortes. Alors, pour faire vite, sur une 3 litres 8, les plaquettes arrière, elles sont inboard, elles sont à côté du pont arrière. Ouais. Donc, c'est impossible. Moi, j'avais la caisse à outils et tout. Je me suis dit, je vais bricoler, etc. Bon, pour trouver des plaquettes de Jaguar 3 litres 8 en Italie, à ce moment-là, vous devinez que c'était compliqué. Mais bon. Mais le problème, c'était pas changeable. À la fin, même, quand je les ai changés, on a découpé dans le coffre la tôle de la coffre pour pouvoir atteindre les plaquettes. C'était plus facile que de le faire par en dessous, parce qu'il fallait tomber tout le train arrière pour changer les plaquettes. Magique. Et donc, on a fait 100 km au nord de Rome, Paris, sans frein arrière. Et donc, comme il n'y avait pas de frein, quand je décélérais, je freinais de l'avant. Et donc, à 300 km de Paris, j'avais plus de frein non plus à l'avant. Donc, on finissait, donc je rétrogradais et j'arrivais au péage et donc je rétrogradais et je finissais au frein à main qui était sur la transmission. Et donc, je faisais le 10 km/h à l'arrêt pour payer et pour repartir comme ça. Donc, on a fini, j'avais plus de 10 plaquettes avant, plus de 10, plus de plaquettes arrière. Mais on est rentré. Donc, voilà. Donc, tu vois, mais c'était pas une Harley, mais ça avait la fiabilité Harley. Non, j'arrête. Arrête avec ça, c'est un mythe. C'est une légende. C'est une légende. Steph, on t'a tué ou pas? Tu es toujours là? Ouais, je suis toujours là. Tu veux nous dire un autre truc? Parce que comme tu es tout noir, on ne sait même pas si tu es au bord du suicide ou pas. Mais Non, même pas. J'ai essayé de voir un petit peu les analogies que je pouvais faire avec mes expériences à mon petit niveau. Après, dans le genre des choses qu'on perd, ouais, j'ai perdu des freins à Montlhéry, par exemple, au bout de la ligne droite, avant l'épingle à cheveux. Et là, tu es à 180, tu mets le pied et puis la pédale s'enfonce, tu touches le plancher et là, tu regardes le mec qui est monté avec toi et puis tu lui dis « Ça va, t'as pas peur ? Parce qu'on va aller tout droit. » Et heureusement, là, à ce moment-là, tu peux aller tout droit sur l'ancien routier de Montlhéry. C'était quoi avec la B7 ?
Ça. C'était avec la B7. Au bout d'un moment, voilà, il n'y avait plus de frein, quoi, parce que tu prends des vitesses quand même assez colossales, et puis c'est colossal, et puis c'est quand même lourd. Ouais. Ah ben ça, tu vois, ça m'est arrivé sur circuit en moto à Mérignac, donc une sorte de circuit internationalement connu, hein, une sorte de tourniquet, bref, où la ligne droite était trop longue, donc ils ont mis une chicane au milieu pour qu'on puisse continuer à rouler dessus. Et avec un 600 Kawa, ben pour le coup, dans le grand parabolique, un grand droite, tout se passait très bien. Donc tu sors en 2, en 3, en 4, en gros, tu es à 200. Et là, tu arrives dans une chicane, et sauf que dans la parabolique, j'ai juste perdu une plaquette. Et là, ça marche beaucoup moins bien. Comment on fait pour perdre une plaquette? Eh ben, c'est juste que quand tu es aussi bon en mécanique que moi, Tu oublies la clavette. tu la remets et tu oublies juste de remettre l'œillet qui normalement est censé la tenir. La Voilà. petite, d'accord. Voilà. Donc là, tu remercies Dieu qu'avant c'était une ligne droite, parce que la chicane en question, bah, tu vas tout droit en fait. Hein. Donc, voilà. Donc je me suis arrêté avec les pieds par terre, au bout de la ligne droite, sachant que j'avais passé la chicane à 180, mais sans frein. Et là, tu vois toute ta vie. Toute ta vie. Et ben moi, Surtout le commissaire de piste qui était venu te voir juste avant en te disant c'est bon, tout va bien, la moto est prête, il n'y a pas de problème. Et tu dis bah non. Voilà. bah moi, je vais faire une toute petite conclusion sur l'histoire de pas de frein. J'avais une Bentley Turbo et qui était en panne. C'était un peu, tu vois, c'était un peu une Harley et elle démarrait pas. Il ne veut pas en démordre. Hein. C'était un stationnement alterné et je décide évidemment comme un con. Donc dans la descente, il y avait une bonne descente, de pousser la Bentley pour faire le changement de côté. Et je pousse la Bentley. Et bien évidemment, je suis con, je le dis, c'est que j'oublie que pour freiner, la Bentley, sans le système de dépression, ça freine pas. Donc je mets les pieds sur le truc et il ne se passe rien. Et là, j'essaye de mettre la boîte auto en parc, la clavette, elle n'arrive pas à rentrer et je vois la bagnole qui commence à prendre de la vitesse et en voyant au bout de la rue la maison qui est en face en me disant je vais finir dans la maison. Et là, j'ai été sauvé par un connard, François Boué, moi, qui avait garé sa MX-5 à droite et je me suis dit il y a deux solutions, soit je m'arrête dans la MX-5 là, dans la maison, vite et sans prendre d'élan, soit je finis dans la maison en bas. Et donc j'ai pris la MX-5 qui venait d'être peinte, normal. Normal. Et là, vous étiez fait un pare-choc arrière, mais c'est tout ce que j'ai fait. J'ai un peu bougé le pare-choc de la Bentley, qui de toute façon, c'était une armoire normande. Donc le pare-choc, il a à peine bougé, c'est d'à peine éraflé. Et j'ai bien enfoncé le pare-choc de la MX-5, mais comme c'est du japonais, c'est quand même indestructible. Et donc j'ai arrêté tout ça, et je me suis dit, putain, j'ai eu du bol. Et la petite histoire s'est terminée 2 ans après, où il y a un mec, je ne sais pas comment il a fait, lui il s'est loupé, il a fini en bas, il a défoncé la maison du mec d'en bas. Je me suis dit, je l'ai bien sauvé. Ça aurait pu être moi. Bon messieurs, merci de cette charmante petite discussion. Aussi comme on est politiquement incorrect, j'ai vu que Florent il avait une petite bière en train qui a la non, pas une bière. Une Corona. là. Et à une prochaine et merci d'être venu. Ben, merci à toi pour l'invitation. Merci beaucoup. Salut tout le monde.